Bonjour, c'est Yann-Éric, en direct du HIC 2021. Je vais vous parler en fait du design de proposition de valeur. Et en quoi est-ce que le design de proposition de valeur est essentiel en fait au travail de développement, d'innovation, de produits ou de proposition de solutions dans un hackathon comme le nôtre. C'est directement lié en fait à la recherche de valeur ajoutée, à la recherche de solutions informatiques. Le design de proposition de valeur nous vient d'un travail fait par Alex Osterwalder suite à l'effondrement de la bulle .com en fait de 1999. À cette époque, les fonds de pension, les fonds d'investissement américains et les venture capitalistes américains se sont posés la question: comment a-t-on pu flamber autant de centaines de millions de dollars dans des projets qui en fait ne valaient rien? De cette question, des académiciens, des chercheurs, des businessmen, l'université de Stanford en fait, se sont mis d'accord qu'il y avait une autre manière de penser le business plan, une autre manière de penser en fait la recherche de valeur ajoutée pour un marché, pour des clients et bien sûr pour des investisseurs sur un produit nouveau. Donc l'ensemble du principe du design de proposition de valeur, c'est de s'assurer qu'un projet crée quelque chose qui ait de la valeur pour quelqu'un. Parce que si une proposition n'a pas de valeur pour un utilisateur, personne ne l'utilise, à la fin l'entreprise n'a pas de valeur. Donc l'ensemble de ce travail va avec le design thinking, va avec les process agiles, les process itératifs, pour vraiment s'assurer que votre projet ait une utilité spécifiquement pour quelqu'un. Et ceci pour éviter principalement de faire un design de mauvaise proposition de valeur. Parce que c'est très facile en fait de avoir une idée dingue, se réunir avec des équipes pour perdre son temps à en parler, produire un prototype sans savoir s'il intéresse quelqu'un, flamber du pognon et à la fin, tuer le projet. Okay ? Donc pour éviter cette phase, on s'est posé la question de qu'est-ce que produisait en fait un projet de type start-up ou un projet de type intrapreneur aussi, ça peut être dans une entreprise, et quelle valeur intrinsèque ce projet apportait pour ses utilisateurs finaux. Et il s'agit donc de mettre en face une représentation de la proposition de valeur de votre projet face à l'attente que puisse en avoir un segment de clients clairement identifié. Alors nous avons vu avec Frédéric juste avant le Lean Startup et la méthode en fait du business model à l'intérieur du Lean Startup Canva. Et on va retrouver en fait la même dichotomie entre la proposition de valeur unique dans le Lean Startup et le segment de client. Et dans le business model Canva qui a été designé en fait avec cette méthodologie, on va avoir aussi la proposition de valeur et le cœur du segment de client. Donc ici en fait on retrouve dans le business model Canva au cœur de ce système en fait qui est plus un système fluide d'interaction en fait que le système du business plan, on va dire, designé par Harvard dans les années 80, qui est un truc très statique, où on présente en fait les avantages de chacun, mais qui ne présente pas cette dynamique d'interaction et de croissance potentielle. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les projets se font avec des parties prenantes, tous les projets se font en partageant en fait des ressources avec différents acteurs, et on peut avoir bien sûr des partenaires clés qui vont soutenir votre proposition de valeur. Ça peut être des partenaires clés, bien sûr, des investisseurs, mais ça peut être aussi des partenaires clés, des acteurs qui vont vous soutenir avec des technologies, avec des licences, voire en coproduction ensemble. Et donc, en fait, votre proposition de valeur est soutenue par une activité clé que vous faites. On va la retrouver dans l'ensemble des produits et services que vous faites, que vous constituez. Votre proposition de valeur est soutenue par des ressources qui vous appartiennent en propre ou qui sont apportées par vos partenaires. Bien sûr, tout ceci a un coût, on est d'accord. On rejoint là la présentation de Fred sur le Lean Startup Canva. Donc, ceci va constituer en fait la proposition de valeur de vos produits et services. Et très souvent, quand on invente une solution, on est juste sur « mon produit fait ça, c'est un service génial, il est efficace technologiquement », mais c'est tout. C'est un gadget qui tourne, c'est un gadget super. Mais personne ne s'est posé la question de « à qui ça sert ?» Alors, ça peut servir à quoi ça sert? Le « what », le qu'est-ce que je fais, mais est-ce que ça parle au cœur de quelqu'un? Est-ce que ça fait battre le cœur? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça génère la passion d'un segment de clients? Et donc, à ce moment-là, on va se poser la question, au cœur de notre proposition de valeur, sur quels sont les avantages que nous créons et quels sont les problèmes que nous libérons.
Alors bien sûr, c'est pour qui? On retrouve ceci dans le Lean Startup Canvas, où on a en fait les Key Metrics de notre performance, et on a bien sûr la Unique Value Proposition, puisque comme on est en lancement, en fait, on va commencer par se concentrer sur une valeur. Et bien sûr, il va falloir sélectionner la valeur la plus forte. La plus forte pour qui toujours? Pour mon segment de clients. Alors, ce qui se passe ici, c'est que dans le Lean Startup Canvas, on va essayer de mettre en avant cette valeur, cette proposition de valeur unique à travers une technique d'un avantage. L'unfair advantage, c'est l'avantage indu, c'est comme le coup de génie qui fait que je triche par rapport à ma concurrence. Mais toujours pour rencontrer un segment de client et par des canaux différents, c'est-à-dire à la manière dont mon segment de client souhaite être rencontré. Donc le cœur de la proposition de valeur, c'est justement cette rencontre en que comment est-ce que je mets en valeur ce que je vais vous apporter, comment est-ce que je mets en valeur, regardez, je résous vos problèmes, pour rencontrer en fait un client ou un segment de clients qui en effet cherche quelque chose et en effet souffre de quelque chose. Donc le cœur de ma proposition de valeur, c'est ce que je fais, mes produits, mes services. Le plus simple, c'est la liste de ce que nous offrons. En tant que société, prestataire de services ou producteur d'une solution technique, je vais avoir une liste de produits, services, de fonctions, de fonctionnalités ou d'options que mon produit est capable de réaliser. Il y a un truc qu'il faut savoir, et ça vient beaucoup de l'école américaine du marketing qui, dans les années 70, 80, 90, a dépensé des centaines de millions de dollars pour étudier la motivation d'achat et les déclencheurs d'achat d'un client. Et ils se sont rendus compte que, quel que soit le produit, quelle que soit l'industrie, grosso modo, un acheteur n'achète un produit que pour 10% de ses options et de ses capacités. Ça ne veut pas dire que le produit est réduit à ça. Mais ce qui va déclencher l'achat, c'est ce détail spécifique qui me correspond moi spécialement dans mon besoin. Et donc, c'est très important de savoir que sur cette liste de produits, services que vous pouvez imaginer que fait votre produit et vous vous dites ça a de la valeur, c'est génial, en fait, ce que vous choisissez comme votre valeur principale n'est peut-être pas la valeur principale qui va être accordée par votre segment de clients qui va vous observer. Okay? Donc c'est important de pouvoir lister ce que je fais de manière distincte et ce que chaque chose fait à mon segment de clients. À partir de ce moment-là, on va pouvoir se demander, en fait, mes options, mes produits-services, mes actions sur la réalité de transformation vont en fait régler des problèmes. C'est ce qu'on appelle le pain reliever, le remède à la frustration. Et ce remède à la frustration va décrire exactement comment est-ce que vous allez libérer une personne, une situation d'un problème majeur. Et on remarque que parmi vos produits et services, le fait d'avoir une option qui va libérer d'un problème et le fait d'avoir une option qui est, ça c'est l'option confort, c'est super, tu as la clim en plus, ce n'est pas la même chose. Donc, la deuxième partie, c'est identifier clairement les parties de fonctionnalité de votre service qui apportent un plus. Donc, quel bénéfice j'apporte à mon segment de clients? Quel bénéfice j'apporte à cette situation que j'améliore, à cette situation que j'enrichis? Donc, en fait, on est dans une description précise de la manière dont je crée des avantages pour mon client. Okay? Donc là, souvent, en vente, parfois, on a tendance à dire « mais mon produit, il est génial, mon produit, il est super, regardez ce qu'il sait faire, c'est fantastique ». Mais de l'autre côté, on a un acheteur potentiel. Et avant d'avoir un acheteur potentiel, on va avoir quelqu'un qui va prêter attention ou pas à ma proposition. Et donc, on peut se dire que mon segment de client est à la recherche de certains gains. Mais oui, on est tous à la recherche d'un accomplissement ou d'une amélioration de notre existence. Et donc, en fait, du côté du segment de client, dans la proposition de valeur, nous allons détailler très clairement en fait, les gains recherchés par notre client. Alors, c'est les gains hypothétiques, puisque j'imagine que en fait, mon client cherche ça. Et donc, on peut avoir différents types de gains. On va voir en fait les gains requis. Si je n'obtiens pas cet avantage, en fait, je perds mon job. Je perds mon job, je fais faillite, j'échoue dans ma tâche. Les gains attendus. Quand j'utilise tel type de service, moi, je m'attends à ce service de qualité. Si je n'ai pas ce service de qualité minimale, c'est que vous êtes nul, en fait. La concurrence m'offre ça. Donc, ça peut être, en fait, que vous êtes en concurrence avec des systèmes existants, avec des solutions existantes.
Quand vous êtes en concurrence avec des solutions existantes, vous devez inclure dans votre proposition, à minima, les gains qui sont déjà attendus par les utilisateurs historiques. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que mon client pourrait désirer en plus de ceci? Et là, on rentre dans, c'est quoi le désir? C'est quoi le désir pour ce segment de clients? C'est quoi ce désir, le désir pour la chaîne de décision chez mon client? Et puis ensuite, il y a les plus surprenants, ce sont les gains inattendus. C'est-à-dire le gain où, à l'utilisation, en fait, le client va découvrir un potentiel qu'il ne connaissait pas et qui peut générer en fait une fidélisation forte du client. Souvent, quand on est dans l'innovation, on va proposer un gain inattendu. Et on peut avoir en face quelqu'un qui dit « mais pourquoi plus de sucre ?» Ok. La deuxième partie intéressante, c'est la mission du client. La mission du client, c'est ce que le client doit continuer à faire pour exister. S'il ne remplit plus ses missions, en fait, eh bien, il est en échec. Et donc, puisqu'il est en échec, soit il commence à perdre de l'argent, soit il commence à perdre de la réputation, soit il commence à perdre du capital relationnel. De moins en moins de gens lui font confiance et donc il va perdre son statut. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que le client essaye de faire dans sa vie, dans son travail, en fait, de son point de vue à lui. Et là, c'est très particulier parce que souvent, en fait, quand on remplit le segment de client, on va dire « Ah, en fait, mon client utilise ma solution ». Non. Mon client ne vit pas pour utiliser ma solution. Il vit pour remplir ses missions à lui, pour avoir son existence. Et c'est important de pouvoir distinguer quels sont l'ensemble de ces domaines pour savoir que en fait, ma solution ne pèse que pour un petit pourcent de son activité quotidienne. Et donc, les missions du client peuvent être de plusieurs natures. Comme ses désirs, en fait, ça peut être des missions fonctionnelles. Donc, les missions fonctionnelles, en fait, c'est juste que le client doit remplir une tâche, une mission fonctionnelle. Ça peut être aussi ses missions sociales. Il a un statut social, il a un statut relationnel et donc il va utiliser un certain nombre de solutions pour pouvoir se mettre en avant dans la société, maintenir son rôle. Et sa dernière mission, en fait, ça peut être une mission d'accomplissement personnel ou une mission de quête émotionnelle. On peut être dans une situation, aujourd'hui nous sommes dans une société où on a pratiquement tous nos besoins qui sont assouvis. Or, maladie mentale, psychique, accident ou autre, la plupart de nos besoins sont assouvis. Donc on n'a pas vraiment besoin de plus. On est au sommet de la pyramide de Maslow. Et quand on reprend la pyramide de Maslow, en fait, dès qu'on a atteint tous nos besoins, reste le besoin de self-actualization, selon Abraham Maslow, qui est le besoin, en fait, d'accomplissement. Et ce besoin d'accomplissement peut être un besoin émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, un client qui fonctionne, un client qui a rempli tous ses besoins, mais qui se pose la question de comment est-ce que je peux m'accomplir moi-même dans l'utilisation de cette solution. On peut arriver là. Apple joue beaucoup là-dessus, en fait, sur ma satisfaction émotionnelle. Oh yeah. Voilà, et là j'ai oublié le plus important en fait. Donc je remonte. J'ai oublié en fait les pains du client. Alors, pourquoi est-ce que les douleurs du client sont les plus importantes? On s'est rendu compte qu'en fait, nous, êtres humains, nous avons un biais cognitif qui est un biais cognitif de résistance à la perte. Ce qui signifie que nous sommes 10 fois plus sensibles à la douleur et à la perte qu'aux bénéfices. Ce qui signifie que quand on étudie son client, en fait, c'est important de savoir qu'est-ce que le client est en train de perdre, qu'est-ce que le client n'arrive pas à faire, où est son problème. Parce que si le client a un problème, en fait, il ne pourra pas s'intéresser à votre avantage tant qu'il a un problème. Donc c'est extrêmement important de pouvoir comprendre bien en fait, les zones de douleur et les zones de problème de votre client. À partir de ce moment-là, en fait, vous pourrez répondre avec vos solutions aux pain du client, à la douleur ou aux difficultés du client. Et une fois qu'on a fait cette première analyse, on doit revenir en fait sur l'exploration UX d'utilisation, d'expérience utilisateur, ce qui a été vu ce matin en présentation, qui est l'approfondissement en fait de mes hypothèses d'utilisateurs, où je dois aller au contact avec eux et leur demander pas s'ils aiment ma solution, regardez comme elle est belle, ça va vous être utile, mais de leur demander quel est leur problème et comment fonctionne leur problème, c'est-à-dire avoir des questions d'exploration empathique. Et donc, le principe, c'est d'identifier son segment
et de commencer à se poser la question, ok, c'est quoi la mission du client qui définit le client en tant que tel? Qu'est-ce qui le distingue d'un autre client? Et ensuite, je vais me poser la question de ses frustrations. Où se trouve le cœur du problème du client? Où se trouve en fait le cœur de sa difficulté à remplir ses propres missions? Puisqu'en fait, c'est là qu'est le premier déclencheur. Après, je me pose la question, une fois qu'il a résolu ses difficultés, qu'il a rempli sa mission, qu'est-ce qu'il cherche en plus? Et après, idéalement, en fait, il faut faire une mesure et un classement de ces différents éléments pour savoir en fait lequel va être le premier déclencheur. Donc, on mesure la pertinence de nos informations sur le client. Ceci peut se faire par j'ai mis des hypothèses et maintenant je vais retourner au client en fait au contact de mes segments pour pouvoir mieux en fait identifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent. Donc on rentre vraiment dans un processus d'expérimentation itérative dans notre relation avec le client. Le but c'est de trouver le lien fort entre ma proposition et son besoin en cherchant bien sûr la relation entre de quelle manière mes libérateurs de problèmes en fait vont entrer en relation avec son problème réel. Donc on est ici sur moi je produis des solutions à ces problèmes et mon client en fait a un certain nombre de problèmes. Et c'est ici que va se trouver la relation la plus forte. Donc, si je suis uniquement sur la création de gains et d'avantages, je peux rencontrer un client qui dit « Oui, en effet, ça me plairait bien, mais tant que j'ai ce problème, je ne peux pas agir. » Puisque 90% de l'attention en fait, du client va se retrouver sur sa difficulté. Si le client ne peut pas remplir sa mission, il ne cherchera pas en fait, à s'accomplir dans l'exercice de sa mission, puisqu'il n'y arrive pas. Okay ? Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est très important, c'est que ma présentation de mes produits et services puisse s'axer principalement sur de quelle manière mes produits et services vont vous libérer de vos problèmes authentiques. Et ensuite, cerise sur le gâteau, j'ai des avantages en plus qui vont vous permettre de vous accomplir. Et ceci, comment on le fait? Eh bien, en fait, on fait une hypothèse de business, de relation entre une solution et une douleur client. On construit en fait une expérience commerciale pour présenter ma solution sous cet axe-là. On mesure la réaction du client, l'adoption du client ou l'intérêt du client. On en fait un apprentissage et on le réintègre dans notre présentation suivante. C'est-à-dire que même au niveau en fait, de la proposition de valeur de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez faire des itérations de présentation. C'est-à-dire que la même solution, dans les 10 options, les 10 actions que vous pouvez faire, vous dire quelle est la 1 sur 10 qui va rencontrer ma cible de cliente. Okay ? Et pour vous aider à cette exploration, en fait, j'ai listé un certain nombre de questions qui vont être transmises en fait, sur le document à toutes les équipes, où vous pouvez voir les approfondissements sur les missions, les approfondissements sur les frustrations, et puis après, ça continue. Okay ? Alors, prenez les canevas de Value Proposition Design, remplissez-les par rapport à votre mission et surtout de quelle manière vous libérez d'un problème. Mettez en face les segments de clients que vous avez identifiés, que vous avez peut-être interviewés pour faire des feedbacks. Posez vos hypothèses, mettez la priorité de vos hypothèses, faites des arguments pour qu'ils se rendent compte et puis ensuite contactez vos cibles de clientèle et testez vos arguments pour savoir si vous obtenez un « dites-moi plus, ça m'intéresse ».